Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau numéro de votre émission Le Point. Le Point qui est cette tribune consacrée aux journalistes et aux analystes politiques pour passer au crible les sujets ayant fait la une de l'actualité de la semaine. Ce soir, nous recevons pour vous, Mesdames et Messieurs, Bernard Boukandien, directeur journaliste et analyste politique. Bernard, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir aux amis téléspectateurs de la RTDS. Voilà. Le second invité est Alirou Tchakala, directeur de publication du journal Courrier de la République. Alirou, bonsoir. Bonsoir Daniel et puis bonsoir à tous les branchés de l'émission Le Point. Voilà, c'est parti avec l'émission Le Point, comme vous l'avez tantôt dit. Nous allons amorcer le débat avec la FOSEP 2015, de Force Sécurité, élection présidentielle 2015, placée entre-temps sous la tutelle du ministère de la Défense. Une réaction ou une décision qui a suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique togolaise. Et nous allons ouvrir les échanges avec ce sujet. Alirou Tchakala, c'est un sujet qui vous a un peu chagriner, je vais dire également. Oui, mais c'est un sujet qui m'a un peu attristé, qui m'a un peu choqué de par la légèreté qu'il a entachée. Vous savez, il y avait eu un conseil des ministres et un compte rendu a été fait de ce conseil des ministres. Et là, on a placé la force sécurité élection 2015, élection présidentielle 2015, sous la tutelle du ministère de la Défense. Et le lendemain, aussitôt, il y avait eu une levée de bouclier tout autour de la chose. Et le tollé était général, toutes les stations de radio s'étaient saisies de la chose, toutes les organisations de la société civile aussi avaient aussi placé leur mot pour dénoncer cette façon de militariser la sécurité par rapport à cette élection qui s'annonce. Donc il a fallu attendre 2 semaines, 2 longues et bonnes semaines pour que la ministre Koumeya Aloanate et son collègue Gilbert Bala sortent pour dire que non, c'était une malheureuse erreur qui s'était glissée dans le communiqué pour placer cette force sécurité élection présidentielle sous la tutelle du ministère de la Défense. Moi, je dis que c'est un peu léger. Voilà. Un peu léger parce mais comment expliquer ça? On ne peut pas expliquer ça. Dire que c'est une erreur, le communiqué qui sanctionne le conseil des ministres, c'est quelque chose de sacré. Vous savez, vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup qui ne suivent pas les journaux, mais quand il s'agit, quand les gens apprennent qu'il y a eu conseil des ministres, tout le monde est branché pour voir un peu les décisions qui sanctionneront ce conseil des ministres. Même malheureusement, si on doit truffer les conseils de ministres de si graves erreurs, là, je me dis que là, ça ne fait pas du tout sérieux. Voilà. C'est pas quelqu'un qui s'est levé pour pondre. Et moi, je crois que si effectivement c'était une erreur, là, le lendemain déjà, on devrait quand même se dire au peuple que non, rectifier le tir. Mais on a attendu 2 semaines quand, vous savez, tout ce que nous avons connu avec les condamnations, le tollé général, et 2 semaines après, on dit que non, c'est une erreur. Moi, ça m'a beaucoup écœuré et attristé. Voilà. Bernard Boukandien, vous êtes journaliste également en analyse politique. Vous travaillez activement avec les organisations de la société civile. Vous avez eu entre-temps à soulever cet état des choses aussi également. Oui, merci beaucoup Daniel. Je pense que ce sujet, c'est un sujet vraiment important et je déplore vraiment que le gouvernement ait pris le temps pour revenir, pour situer l'opinion par rapport à ce qu'il en est. Parce que dès le lendemain de ce journal où le ministre de la Communication a présenté le rapport du Conseil des ministres en disant que la FOSEP est rattachée au ministère de la Défense. Et dès le lendemain, comme vous l'avez dit, nous qui sommes engagés dans la société civile et travaillant spécialement sur les questions de droits de l'homme et de processus électoral, on a commencé par recevoir des appels, des gens qui nous demandent, écoutez, est-ce que nous devons quitter Lomé ou bien est-ce que nous devons rester pour les élections? Pourquoi? Et je dis, mais pourquoi? On dit que c'est l'armée qui va sécuriser les élections. Parce que c'est ce qu'il y a. Quand on dit ministère de la Défense, pour les gens, c'est l'armée. Un ministère attaché à la présidence aujourd'hui. Et quand vous parlez de l'armée et processus électoral au Togo, bon, on ne va plus faire d'histoire, mais tout le monde sait ce que ça veut dire, l'armée, processus électoral. On n'a pas loin, 2005 n'est pas loin. Donc, les gens ont vraiment eu l'impression que, pourquoi? Et il y a eu d'autres événements sur lesquels on va revenir dans le débat, qui sont arrivés, se greffer sur ça,
Et ça, on se dit, ben, écoute, si on donne les élections à l'armée pour sécuriser, et on nomme tel ici, et on prend telle décision, on fait tel ici, ben, est-ce que ça voudrait dire que le processus électoral en lui-même, est-ce que ça va être sécurisant? Est-ce que ça va être transparent? Est-ce que ça va être sans violence? Est-ce que ça va être apaisé? Ce sont les questions que les gens ont commencé par se poser. Et nous-mêmes, ce sont les questions que nous avons commencé par se poser. Et nous avons eu la chance d'être dans un débat avec le ministère de la Sécurité et où nous avons posé le problème. Et c'est là où on nous disait que non, que c'était une erreur. Oui, mais comment expliquer cette erreur au sommet de l'État? Oui, c'est ça. J'ai dit, mais ça, déjà, moi, je ne sais pas si c'est une erreur, mais si c'est un lapsus. Parce que si c'est une erreur sur le papier, là, c'est grave. Parce que le Conseil des ministres a pris une décision et en écrivant, il y a une erreur, personne ne l'a vu jusqu'à ce que ça vienne à la télé. Mais ça peut ne pas être une erreur aussi, mais en lisant le communiqué final, on peut faire... Il peut y avoir un lapsus au lieu de 10 ministères de la Sécurité, on dit ministère de la Défense. Et là, ce qu'il fallait faire, c'est que dès le lendemain, il fallait revenir au journal de 13h pour rectifier ça. Voilà. Mais on ne l'a pas fait. On a pris 2 semaines. Moi, j'ai eu l'impression que sur cette affaire-là, les autorités n'ont pas vraiment mesuré la psychose que ça pouvait créer dans la société. Parce que dès que les médias en ont parlé le lendemain et que la population, les citoyens ont été informés de cette affaire-là, j'ai dit, pour nous, c'est l'armée qui sécurise les élections. Donc, ce n'est plus le ministère de la Sécurité, c'est quelque chose de grave. Oui. Donc, on n'a pas pris vraiment conscience de ça. Mais bon, on a... C'est vraiment quelque chose de grave. Il a fallu 2 semaines, comme vous l'avez dit tantôt, pour rectifier le tir. Le ministre de l'administration territoriale, Gilles Babara, sur une radio de la place, a eu à rectifier le tir. La ministre également de la communication est revenue sur la même chose. Mais comment expliquer cela 2 semaines après et revenir sur un tel communiqué, sur une telle réaction, alors que on avait la possibilité de le faire le lendemain, comme l'a dit Bernard Bokondia. Oui, ce rectificatif à retardement, peut-être on peut le prendre sous plusieurs angles, on peut le comprendre sous plusieurs angles. En fait, peut-être qu'on a voulu effectivement placer cette force élection présidentielle sous tutelle du ministère de la Défense. Oui, sous le commandement du ministère de la Défense. Et comme le tollé a été général et la condamnation a été unanime au niveau des journalistes, au niveau même des organisations de la société civile, là, on a cherché peut-être à rectifier le tir pour dire que non, c'était une malheureuse erreur qui s'était glissée dans le communiqué. Ou bien, effectivement, c'était une erreur, effectivement, ou bien lapsus, mais on a trop pris de temps avant de rectifier le tir. Et là, toutes les supputations, toutes les spéculations ont déjà fait leur vague. Là, c'est là que je dis que un communiqué qui sanctionne un conseil de ministres est censé passer par plusieurs laboratoires. Pour au finish qu'on présente un produit qui doit être exempt de tout commentaire. Oui, c'est pour cela qu'on dit que c'est... Oui, mais on lit la chose et... Effectivement, les Togolais ne sont pas restés de marbre quand le communiqué là est passé. Il y a eu des agitations. On dit, ah tiens, là, on risque de se retrouver. Et comme cela s'était passé en 2005 avec les morts qu'il y avait eu. Parce que les militaires ne sont pas habilités à maintenir la sécurité par rapport à ces enjeux électoraux-là. C'est les policiers, les gendarmes. Voilà. Ils ont reçu une formation. Vous savez, les gaffes avec les centaines de morts qu'il y avait eu, c'est parce qu'on n'a pas utilisé les bonnes personnes par rapport à un enjeu qui avait lieu sur le terrain. Donc, les militaires, c'est la force, c'est les muscles et tout ça là-dedans. Alors que avec les policiers et les gendarmes, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus subtil. Donc, si depuis cette malheureuse élection de 2005, on n'a plus connu des élections émaillées de violence et tout ça, c'est parce que on a trouvé la juste mesure par rapport en confiant cette force élection présidentielle au ministère de la Sécurité. Donc, voilà. Moi, si aujourd'hui, il y a eu ce communiqué malheureux là qui confie maintenant la gestion de cette présidentielle là au ministère de la Défense, c'est comme si on est en train de militariser tout. Et Dieu merci, il n'est jamais trop tard pour rectifier une erreur. Ils sont venus avec 2 semaines de retard. C'est déjà bien. Là, ça commencera par rassurer les Togolais et certains partenaires par rapport à la bonne volonté peut-être du gouvernement de faire de cette élection de 2015 une élection aussi sereine, paisible, apaisée et tout ça. Voilà, Bernard Bokondia, vous n'avez pas peut-être le même sentiment que notre ami Alero.
Je pensais peut-être que cela a été fait. C'était peut-être la volonté du gouvernement. Je vous paraphrase très bien. Que c'était peut-être la volonté du gouvernement de mettre vraiment cette force sécurité présidentielle, élection présidentielle 2015 sous tutelle du ministère de la Défense. Oui, malheureusement, on n'en saura rien. Malheureusement. Parce que quoi? Le fait d'avoir pris 2 semaines avant de revenir sur ce communiqué, ça laisse à tout ce qu'il peut avoir comme analyse, supputation. Donc chacun y va avec ce qu'il pense. Et là, le gouvernement ne peut pas interdire aux gens de penser qu'ils ont voulu vraiment mettre ça sous l'autorité du ministère de la Défense. Parce qu'il fallait revenir juste le lendemain, corriger ça. Cette affaire-là est terminée. Personne n'en parlerait. On va dire, oui, il y a eu une erreur au conseil des ministres au niveau du communiqué, mais ils sont revenus le lendemain pour... Mais on a pris 2 jours, on a pris 3 jours, on a pris 1 semaine, on a pris 2 semaines. Donc là, ça laisse le temps aux gens de dire que oui, ils ont voulu vraiment mettre ça sur l'autorité du ministère de la Défense. Et c'est quand les gens ont commencé par crier qu'ils sont revenus. Mais ça là, ce qu'on est en train de dire là, nous on a eu l'opportunité de le dire comme ça aux gens du ministère de la Sécurité. Pour leur dire, ben, plus vous allez tarder pour rectifier ça, plus nous allons penser que c'était vraiment sous le ministère de la Défense que vous vouliez mettre avant de revenir. Donc moi je ne comprends pas pourquoi on n'est pas revenu vite, c'est ça. Est-ce que c'est la lenteur au niveau du gouvernement? Est-ce que qui devait prendre la décision de revenir corriger? C'est ça la question que moi je me posais. Qui devait prendre la décision? Aussitôt, remarquez, qui devait décider? C'est le Premier ministre? C'est le Président de la République? C'est le ministre de la Communication? C'est qui? Effectivement. Oui, parce que moi je me dis, il y a un dysfonctionnement quelque part. Sinon, si tout était vraiment huilé, bien organisé, le journal qui suivait en même temps, cette affaire-là devait être corrigée. Mais j'ai eu l'impression qu'on attendait le OK de quelqu'un avant de revenir corriger. C'est ça qui laisse... Moi, j'ai vu le projet de décret. Le décret créant la FONSEC. Moi, je l'ai lu. Et dans le projet de décret, il est clairement écrit que c'est rattaché au ministère de la Sécurité. Que moi, j'ai lu. Voilà. Je l'ai avec moi. Mais je n'ai pas compris pourquoi... On a dit ça à la télé que c'est au niveau du ministère. Maintenant, ce n'est qu'un projet. Je ne sais pas si c'est quand c'est allé au niveau du ministère de la Sécurité, au Conseil des ministres, avant que ça ne devienne décret, quelque chose a été changé dedans. Voilà. Mais moi, je pense que au niveau de notre gouvernement, il doit y avoir vraiment un mécanisme où le temps de réaction ne soit pas long comme ça. Parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui arrivent de la même façon. Il fallait réagir en même temps le journal qui suit. Il ne faut pas qu'on attende un OK de quelque part pour que ça prenne encore 2 semaines. Voilà. Allez, oui, il y avait des coïncidences qui pouvaient quand même conforter certains dans leur position par rapport à cette tendance à voir en cette présidentielle-là que on est en train de la militariser. Parce que c'est dans ce même conseil des ministres qu'on a décidé un peu d'un certain réaménagement à la tête de l'armée. De l'armée. Et au même moment, on met cette force... chose par rapport sous la tutelle du ministère de la Défense. Donc, vous comprenez, il y a trop de choses qui ont coïncidé comme ça, de façon malheureuse. Et maintenant, les gens donnaient libre cours à ce qu'ils pensaient de la chose. Effectivement. Parce que les supputations, on ne pouvait pas nous dire de ne pas quand même spéculer par rapport à cette malheureuse situation. Voilà. C'est venu. On a mis 2 semaines pour rectifier. Mais je crois qu'à partir de cet instant-là, il doit y avoir une certaine sensibilisation pour dire que, au fait, c'était une gaffe et maintenant, le tir est rectifié. Maintenant, est-ce que c'est de bon cœur, c'est de gaieté de cœur que cela a été refait ou bien c'est parce qu'il y a eu le tollé, on a créé à Rossi au Bodé que les gens se sont cru indexés, qu'ils ont décidé vraiment de lâcher prise. Là aussi, il faut le prendre ainsi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les Togolais veulent? C'est que les élections se passent dans l'absolue sérénité, que les élections, une élection, ça se passe en l'espace de quelques jours, une semaine tout au plus, c'est mais si cette période-là doit être des périodes de grands cauchemars pour les populations, là, ça ne vaut plus la peine. L'année, elle compte 365 jours et maintenant faire de 5 ou 1 semaine des jours de cauchemars où les gens perdent sommeil à petit. Là, je suis désolé, il va falloir qu'au niveau du sommeil, on essaie de corriger. Voilà, très rapidement. Je voudrais juste ça. Moi, ce que cette affaire-là a vraiment montré, je parlais d'un dysfonctionnement au niveau du gouvernement, mais aussi c'est au niveau de notre démocratie qui est en construction même. On voit que on n'a pas encore le bon mécanisme pour avancer. Parce que si nous connaissons vraiment l'histoire du Togo, il paraît tout à l'heure de 2005, on ne va pas revenir sur les faits.
et que dans un communiqué du Conseil des ministres, on sort ça, le lendemain, ce sont les parlementaires qui devaient interpeller le gouvernement pour venir s'expliquer sur pourquoi vous aviez mis cette force-là sous l'autorité du ministère de la Défense. Oui, mais on n'a pas l'impression même que les parlementaires... Au-delà même des parlementaires, moi je dirais certains partis politiques. C'est ça. Donc, ça devait être vraiment un débat où le gouvernement serait obligé de venir s'expliquer. Et là, on nous dirait clairement que c'était une erreur. Mais la session a été ouverte au Parlement. Ils ont commencé par parler du budget tranquillement. Et cette affaire de FOSEP, ministre de la Sécurité, ça ne les regardait pas. Ils étaient dans leur truc. J'ai dit, mais notre mécanisme, notre démocratie que nous voulons construire, on a l'impression que c'est une seule personne qui doit décider pour qu'on marche. Oui, on dit qu'on est en démocratie ou pas. On dit qu'on veut le changement, mais on n'est pas conscient que le changement, c'est nous-mêmes. C'est notre manière de faire au quotidien. Comment est-ce que le Parlement ne peut pas interpeller le gouvernement sur ça? Et on le laisse pendant 2 semaines. Si c'est que le gouvernement ne revenait pas sur ça, je vous jure qu'on serait comme ça jusqu'à ce que les élections arrivent. Parce que nos députés, ils s'en foutent pas mal. Moi, je pense que c'est des choses... Parce que les Occidentaux, ce qu'on voit chez eux, c'est quoi? S'il y a une erreur, l'erreur permet de recorriger parce qu'on voit qu'il y a un mécanisme qui n'est pas bien huilé. Et on prend des garanties pour que ça ne se répète plus. On espère qu'au Togo, on va faire aussi la même chose. Par rapport à cette erreur-là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du Conseil des ministres qui n'est pas bien huilé. Donc, c'est que nos autorités doivent prendre conscience de ça pour qu'ensemble, nous construisons notre petite démocratie pour que la paix soit dans notre pays. C'est tout ce que nous nous demandons. Voilà. Aliro, vous voulez ajouter rapidement quelque chose? Non, je voudrais dire aussi que ceux-là même qui devraient prendre part à cette joute électorale-là sont restés comme liquéfiés par rapport à ce Conseil des ministres. Ils n'ont rien dit, c'est seulement les organisations de la société civile et les journalistes qui ont levé le temps pour dénoncer cette façon de rattacher cette force-là au ministère de la Défense. Donc, les concernés comprennent tous les partis politiques, les réactions étaient presque mitigées ou bien inexistantes. Donc là, on ne peut pas demander des choses et même leur contraire en même temps. Au même moment où on veut bâtir notre démocratie, les gens ne se donnent pas cette liberté-là de critiquer quand il le faut. On préfère se poser des pots de banane et oublier l'essentiel. Heureusement pour nous, le tir a été rectifié. C'est tant mieux pour les Togolais et pour la présidentielle qui s'annonce. Effectivement, c'est tant mieux pour les Togolais et pour la présidentielle qui s'annonce. Nous allons avancer, chers confrères, dans le débat avec cette sortie médiatique du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. J'ai nommé le ministre Bahara et il a annoncé, mesdames et messieurs, que la mise en place peut-être des ordres locales et de la décentralisation, peut-être c'est un processus qui s'annonce très alléchant, un processus dont réclamaient beaucoup de Togolais qui va être mis en place avec une commission qui a été mise en place la semaine dernière. Je vais vous proposer de suivre cet élément tout juste après. On reviendra en plateau avec les confrères pour en débattre. Donner un exemple à ceux de nos frères et sœurs. La décentralisation et les élections locales au Togo, 2 grands sujets importants désormais sur le tapis. Et voici donc le comité en charge de cette tâche présenté à la presse par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales ce mardi après-midi au cours d'un point de presse. Il y a quelques mois en arrière, le gouvernement avait eu une rencontre et des échanges avec les partis politiques et les organisations de la société civile pour évoquer la question de la décentralisation et des élections locales. À cette occasion, il était apparu qu'un certain nombre d'exigences et de conditions devraient être réunies si nous voulons organiser les élections locales dans de bonnes conditions et installer la décentralisation sur de bonnes bases. Le gouvernement a décidé de mettre en place un comité technique afin de l'aider dans les contacts et les échanges et discussions avec les partis politiques, avec les organisations de la société civile, avec vous, les médias et la presse, ainsi qu'avec les partenaires extérieurs, pour approfondir la réflexion sur les aspects qui sont encore lacunaires et qui doivent être améliorés pour que nous puissions donc organiser les élections locales. Composé d'universitaires pour la plupart, ce comité technique devra plancher sur l'élaboration d'une feuille de route des prochaines élections locales et de la reconstitution du système décentralisé du pays. Le schéma de décentralisation qui est prévu par la Constitution et par la loi 2007-0011 de mars 2007,
pourrait ne pas être adapté au contexte du Togo. Et donc, il faut examiner ce schéma de décentralisation, dégager des options et des orientations stratégiques concertées auxquelles adhèrent l'ensemble des parties prenantes, examiner l'adéquation entre le cadre juridique et réglementaire existant et les options qui sont définies et arrêtées. Mais il y a également d'autres dimensions qui feront l'objet de réflexion de la part du comité technique. Depuis les dernières municipales de 1987, les questions liées à la décentralisation étaient la tâche des délégations spéciales dont les fruits des travaux ont été jugés insatisfaisants par le gouvernement, selon le ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. La mise en place de ce comité serait-elle un nouveau départ? Quoi qu'il en soit, les fruits devront être appréciés après 6 mois de travaux. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons pour le compte de ce numéro Aliro Tchakala, directeur de publication du journal Courrier de la République, et Bernard Bokandien, journaliste et analyste politique. Chers confrères, vous venez de suivre l'élément. Si tout va bien, d'ici quelques mois, on va finir avec cette histoire de délégation spéciale. N'est-ce pas, Aliro Tchakala? Oui, ça dure depuis longtemps. Depuis les dernières locales, c'est en 1984. Ah, 1987. Donc bientôt 30 ans. On est là à souffrir avec cette curiosité appelée président de délégation spéciale. C'est des gens qui ont été optés sur des critères un peu subjectifs. Et aujourd'hui, on voit un peu l'état de nos villes. C'est illustratif de cette situation-là qu'on a créée, parce que ce n'est pas des gens élus, des gens qui n'ont aucun compte à rendre à la population. Donc, ils sont obligés de faire comme bon leur semble. Donc, c'est des gens sans vision, c'est des gens qui ne peuvent pas créer, parce que n'ayant pas battu campagne sur des thèmes spécifiques, sur des programmes donnés. Donc, c'est malheureux, mais la sortie du ministre Bawara, moi je dirais que c'est une sortie qui crée un peu plus la diversion, qui joue à une prolongation qui n'avait pas son droit d'être. En fait, entre-temps, par rapport à la CENI passée, on nous avait dit qu'on devrait coupler les dernières législatives avec les locales. Bon, sur quelle base on voulait organiser ces locales? Si aujourd'hui on vient nous dire qu'il y a un travail de fond qui doit être fait et que même on met sur pied un comité technique devant voir un peu les contours de cette décentralisation-là, moi je me dis que non, ça fait plusieurs années que la loi sur la décentralisation a été votée, ça fait plusieurs années déjà. Donc depuis là, qu'est-ce qu'on a pu faire pour qu'aujourd'hui on sente le besoin de mettre sur pied un comité technique pour peut-être encore repenser la décentralisation dans notre pays? Moi je crois que c'est une prolongation. Les gens, peut-être pour des raisons qui leur sont propres, ne veulent finalement pas que les Togolais aillent à ces locales-là. Sinon je ne vois pas ce qui peut... Donc, vous savez, les partenaires, même au niveau des travaux, des 22 engagements, au niveau même de l'accord politique global, même au niveau même d'autres instances qui ont quand même chapeauté le pays par rapport à certaines crises que nous avons connues, il s'était décidé qu'il faudrait, même les partenaires au développement aussi, ne cessent de marteler cela, qu'on doit aller à ces élections locales. Mais je ne sais pas, sur des petits calculs, est-ce que, bon, en allant, est-ce qu'on risque d'avoir le contrôle de certaines villes, notamment la capitale? Donc c'est ça qui fait que certains hésitent à se lancer comme il se doit dans cette dynamique. Sinon, organiser des élections locales, on ne va pas aller voir, on ne va pas chercher pendant tout un temps fou avant de se lancer dans cette aventure. Voilà. Ou soit on veut le faire, ou soit on ne veut pas le faire. Mais à force de créer indéfiniment ces comités et tout ça, là, moi je sens qu'on est en train de jouer à une prolongation qui ne s'impose malheureusement pas. Voilà. On a tout, les gens ont fait des travaux et montrant qu'aujourd'hui, on peut aller à ces locales-là sans avoir encore à recourir à ces travaux ou bien au rapport que ce comité technique là va rendre. Réaction, Bernard? Oui, par rapport à ce comité sur les élections locales. Donc, je voudrais juste rappeler, la loi sur la décentralisation a été votée en 2007. La loi sur la décentralisation.
et il y a une direction de la décentralisation qui a été créée. Et cette direction a fait un travail sur le terrain et après des discussions pour que les élections locales soient effectives, pour que la décentralisation la puisse venir. Et c'est sur les travaux, les résultats des travaux de la direction de la décentralisation qu'on se projetait pour organiser ces locales-là. D'abord en 2010, ça n'a pas pu eu lieu. Voilà. Après, on a dit en 2013. On a dit avant 2013. Après, ça n'a pas pu eu lieu. Maintenant, on a dit, on va faire ça avec les législatives. Le couplé avec les législatives. Ça n'a pas eu lieu. Et donc, on se disait, on va faire ça avant présidentielle de 2015. Et maintenant, on se rend compte que c'est maintenant qu'on veut mettre un comité technique en place pour réétudier le terrain et que c'est après 2015 qu'il faut parler de l'organisation des élections locales. Quand on voit un peu le cheminement, c'est là qu'il fait qu'on se pose la question sur la bonne volonté du gouvernement d'aller à ces élections locales. Parce que c'est juste des faits. Mais c'est le fait d'avoir balisé déjà le chemin avec cette mise en place, avec la mise en place de cette commission ne montre pas peut-être la bonne foi du gouvernement. Non, Daniel, justement, quand vous prenez les faits, c'est comme si on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Voilà. Donc quand tu fais ça, celui qui te regarde de loin, qui n'est pas avec toi, il ne voit pas ce que tu fais exactement. Lui, il t'analyse par rapport aux faits. Et les faits, c'est qu'en 2007, on a la loi, il y a eu une direction, et on nous avait dit que les élections locales, on pouvait les faire. En 2010, on n'a pas pu les faire. On a dit qu'on va les faire avant 2013. On n'a pas pu les faire. Voilà. On nous a dit qu'on va les faire ensemble avec les législatives en 2013. Ça voudrait dire qu'on avait déjà la base. On avait quelque chose pour le faire en 2013. Voilà. Maintenant, on n'a pas pu le faire. Et on s'attendait à ce que ça soit fait avant les présidentielles de 2015. Voilà. Maintenant, on nous dit que non. Le comité va travailler jusqu'après la présidentielle de 2015. Ils vont rendre leur rapport. Voilà. Et c'est sur la base de ce rapport-là qu'on va penser organiser. Moi, je pense que si tu prends ces faits-là, il n'y a pas une cohérence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font vraiment. Est-ce qu'on a la volonté d'aller à la décentralisation? Si oui, allons-y. Sinon, oublions cette affaire et on pense que c'est comme ça et tout est au niveau macro et on avance. Voilà. Parce que la décentralisation a des avantages. Voilà. Aujourd'hui, moi je dis, au niveau de la direction de la décentralisation, on dit les présidents des délégations spéciales, ils rendent compte à qui? Effectivement. Les présidents des délégations spéciales qu'on a aujourd'hui rendent compte à qui? Est-ce qu'ils tiennent compte des besoins de leur population qu'ils dirigent? Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce ne sont pas les populations qui les ont élus, que c'est quelqu'un qui les a nommés. Non, c'est à cette personne-là qui rend compte. Ouais. Est-ce que c'est cette personne-là qui vit dans les localités? Donc, est-ce qu'on va continuer comme ça? Aujourd'hui, on est en train de prendre des dispositions. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a Vision 2030. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a SCAP. Aujourd'hui, il y a des projets tellement. Mais ces projets n'ont de chance de connaître une réussite, d'avoir un impact sur les citoyens que s'il y a décentralisation. Que s'il y a au niveau local des équipes, des élus locaux qui réfléchissent par rapport aux besoins réels de la population. Maintenant, si le ministre Bahara nous dit que le comité va vraiment travailler pour qu'on ne commette pas les erreurs que les Maliens ont commis quand ils ont fait leur processus et tout, je dis, mais est-ce que la perfection n'est pas de ce monde? Est-ce qu'on va nous dire que quand on va lancer la décentralisation, tout va être parfait à 100%? Non, on va apprendre au fur et à mesure. Et quand on ne va pas commencer, on ne peut pas apprendre. Voilà. Donc, moi, je pense que... Et en plus, regarde, nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Il y a les questions des réformes sur lesquelles on est en train de discuter. Parce que pour nous, en tout cas pour moi je pense qu'il y a encore lieu de discuter sur ces questions de réforme. C'est important. Donc, on est en train de discuter par rapport à ça. Comment est-ce que l'élection doit se passer pour que ça soit apaisé, transparente, libre, participative, pour que les résultats ne soient pas contestés? Voilà, c'est la grande interrogation. C'est ça l'interrogation. Et maintenant, c'est en ce moment-là précis que le gouvernement a trouvé bon de mettre en place un comité technique pour ne pas travailler sur l'élection présidentielle qui arrive, mais réfléchir sur les locales qui peuvent arriver après 2015. Voilà, non, moi je pense que si on voit bien et on se pose la question de la sincérité du gouvernement par rapport à là où on veut nous amener vraiment. Si jamais il y a Vision 2030 et que cette vision-là veut conduire le Togo à un pays émergent d'ici 2030, où les conditions soient réunies pour qu'il y ait une démocratie en état de droit effectif, il faut commencer maintenant. Voilà. C'est les signes que nous voulons voir aujourd'hui pour être en confiance, pour dire oui, dans 15 ans, quelque chose va changer. Voilà. Mais si aujourd'hui, on n'a aucun signe,
Et les signaux qu'on a plutôt, ça nous fait croire que bon, on risque de retourner en arrière il y a 10 ans, il y a 15 ans. Comment est-ce que vous voulez qu'on croie à cette vision de 2030? Voilà, c'est ça la question qu'on peut se poser. Rapidement, je crois que la sortie du ministre Gilbert Bahara, c'est une réponse à l'ANC par rapport à leur dernière sortie, par rapport à leur congrès. Voilà. Et il était dit dans ce congrès que bon, il préfère quand même qu'on repousse la présidentielle pour donner la chance à ces locales-là d'avoir lieu. Donc si aujourd'hui le ministre Bahara est sorti avec son comité qu'il a brandi à tous les Togolais, c'est pour dire à Jean-Pierre Bahara que non, monsieur, reportez vos prétentions sur les locales, ce n'est pas pour maintenant. Donc il y a un comité technique qui va travailler. Et au-delà de ça, moi je ne peux pas comprendre un peu comment est-ce qu'on veut l'enracinement de la démocratie, de la bonne gouvernance dans notre pays sans mettre l'accent sur les locales. C'est que la base, c'est elle qui est censée donner une certaine impulsion par rapport au sommet. Si le sommet doit être fort, c'est la base qui doit l'être d'abord. On crie. Tenez, moi j'ai pu avoir des confidences de quelqu'un, d'un président de délégation spéciale. Quand ils vont dans des grandes instances, dans des grandes assises réunissant les choses là, quand ils prennent la parole et ils disent que non, bon, président de la délégation spéciale de tout, donc il devient du coup des curiosités. Les gens se lèvent pour les regarder, mais c'est quoi encore ça? On veut des maires élus, non des présidents de délégations spéciaux ou bien spéciales qui ont été cooptés par des gens comme ça par rapport à leur militantisme ou bien par rapport peut-être, je ne sais pas, à leur appartenance à certains partis. Donc aujourd'hui, il est grand temps quand même qu'il y ait trêve de cette chose, de vouloir des choses leur contraire et qu'on aille tout juste à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'organisation de ces locales-là. Moi, je pense, à mon âme et conscience, qu'aujourd'hui, par rapport à cette loi de la décentralisation et tout le processus qui a été mis autour, par rapport à la direction même de la décentralisation qui est née de cette loi-là, on a tout fait quand même. Beaucoup vous diront que tout est quand même prêt pour qu'on aille. Aujourd'hui, peut-être que certains, par rapport à leurs calculs, que bon, si on venait à organiser, qu'on perdait les grandes villes, qu'est-ce que on peut avoir par rapport? Parce que avoir la capitale comme assise base, c'est quelque chose qui change un peu la donne. Aujourd'hui, c'est clair et net. Les gens sont en train de surfer sur un peu les résultats que donneraient ces locales si on venait à les organiser pour freiner un peu cet élan-là. Sinon, moi, la question qui se pose actuellement, c'est de savoir quelle est la priorité, élection locale ou élection présidentielle? C'est la priorité au vu du développement de la chose. Écoutez, par rapport à cette question, même avant les législatives, sur ce plateau, moi je disais déjà que les élections locales étaient importantes. Parce que quoi? Regardez tous, quand vous regardez la classe politique aujourd'hui, tous les acteurs politiques que nous avons sur la classe politique aujourd'hui, ils ne parlent qu'au niveau national. Et chacun a pour objectif d'être président de la République. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont déjà géré au niveau local? Qu'est-ce qu'ils ont déjà administré au niveau local pour qu'on voit leur gouvernance? Vous parlez de l'opposition? Tous les acteurs, ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition seulement, que ce soit au niveau de la majorité ou bien de l'opposition. Parce que le schéma, c'est quoi? Tu es d'abord au niveau local. Donc, et le débat se fait là-bas. Tu passes du niveau local, peut-être au niveau préfectoral, au niveau régional. C'est après avoir fait tes preuves au niveau régional que tu viens au niveau national. Regardez les pays qui nous entourent. C'est comme ça que ça se fait. Donc si, dans ton parti politique, on voit que oui, il y a un jeune dans telle localité qui fait bien en termes de gouvernance, que la population est en train d'aimer, parce qu'il fait avancer les choses dans sa localité, on le dit, ben, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il vienne un peu à un niveau un peu plus élevé pour encore avoir une plus grande responsabilité. Et on le juge. 1 an, 2 ans après, on dit oui, ce jeune homme-là, il peut au niveau régional faire quelque chose. Et c'est en ce moment-là qu'on pense le positionner au niveau national. Et déjà, il a déjà ce qu'on appelle des backgrounds. Il a déjà des expériences. Et là, il peut montrer qu'il a la capacité, vraiment. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a la gueule. Tout le monde parle, tout le monde critique, tout le monde fait des propositions au niveau national. C'est bien, tout le monde peut être président, tout le monde peut être ministre, tout le monde peut être député. Mais est-ce que vraiment on a des expériences par rapport à ce qu'on appelle cette gouvernance? Il a parlé d'un état de droit. Quand on parle d'un état de droit, il y a des critères. Il y a des critères. Et ceux qui sont aujourd'hui de la classe politique, est-ce qu'ils sont sûrs que quand ils vont être à des niveaux de responsabilité, leur système de management qu'ils vont utiliser va garantir l'effectivité d'un état de droit? Moi, je dis toujours une chose.
pour l'opposition et pour la majorité. Ceux qui sont aujourd'hui majorité au pouvoir, ils pensent que nous, quand on les critique, on est dans l'opposition. C'est une erreur. Parce que ceux qui sont dans l'opposition, on leur dit chaque jour, quand ils vont être au pouvoir, nous serons toujours là pour dire quand ils ne feront pas bien. Effectivement. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait déjà qu'on se mette dans la tête qu'on n'est pas contre quelqu'un, mais on est pour quelqu'un. Tout ce que nous voulons, c'est que le Togo a décidé d'être une démocratie, une république. Et quand vous voulez être une république, une démocratie, il y a des critères qu'il faut respecter. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi, Daniel. Donc, nous sommes là pour voir est-ce que ces critères sont en train d'être respectés. Oui ou non. Si oui, on applaudit, on avance. Sinon, mais on dit que ce n'est pas bien, on refait. Aujourd'hui, c'est constant que seules les élections locales peuvent permettre de donner des responsabilités aux acteurs politiques au niveau local. Ça nous permettra de leur juger leur capacité à diriger un peuple, de leur capacité à faire en sorte que le bien-être des citoyens soit effectivement pris en compte. Ce n'est pas seulement c'est pas seulement président qu'il faut être avant de prendre en compte le bien-être des populations. On peut être aussi un élu local. Oui, j'ai suivi avec grand intérêt mon confrère. Il a été pertinent par rapport à son analyse. Mais moi, je me dis que la démocratie est tout à fait singulière dans notre pays, où on pense que son enracinement ne dépendra que des législatives et des présidentielles qu'on organise. Moi, je me dis aujourd'hui que les locales valent plus que ces présidentielles et ces législatives qu'on a organisées pendant tout un temps. Mais qu'est-ce que ça a apporté comme changement dans le vécu quotidien des populations? Rien. Aujourd'hui, les gens tendent à banaliser les locales, mais sous d'autres cieux. Même quand on va prendre les grandes démocraties, mais la dernière fois, il y a eu élection au niveau des mairies en France. Vous voyez tout ce que cela... Avec la montée du Front National. Du Front National. Et même la mairie de Paris, c'était une guerre, c'était un combat entre la droite et la gauche. Et finalement... Là, je souhaiterais que nous en arrivions là. Nous souhaiterions qu'on en arrive là au Togo et qu'on débarrasse le plancher de ces présidents de délégations spéciales qui ont montré leurs limites, qui ont peut-être montré leur manque de vision, leur manque de réalisme dans la gestion des affaires publiques de choses. Aujourd'hui, quand on prend Lomé, il est vrai, la construction des infrastructures, elle est réelle. Lomé n'a plus le même look qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Mais au même moment, le contraste est saisissant par rapport au caractère d'insalubrité avancée de la capitale. Prenez un peu notre plage. La dernière fois, il y a un confrère qui a fait cas de ça. Donc, aujourd'hui, nos maires ont montré qu'ils sont limités, qu'ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit pour le bien-être de la population à la base. Donc, par rapport à ce constat, je crois que le sommet devrait même s'en saisir pour mettre fin à cette histoire-là. Parce que les maires, quand on prend la capitale du Togo, Lomé, ce n'est plus ça, ce n'est plus ça, ce n'est plus ça. Quelqu'un qui place sous plusieurs charges, qu'est-ce qu'il peut apporter de mieux par rapport à la dynamique que nous voulons dans le pays, la dynamique d'embellir la ville, de créer des choses qui puissent profiter à la base. Voilà. Donc, sur ce plan, je crois qu'il y a urgence. Mais on attend de voir le travail que ce comité technique mis sur pied là va apporter pour que dans les plus brefs délais, peut-être 6 mois après la présidentielle, on puisse encore se lancer dans l'aventure des locales. Parce qu'il y a urgence quand même. Voilà. Nous allons avancer un peu dans le débat, mesdames et messieurs, avec toujours la page. Cette fois-ci, on va parler un peu de la politique, notamment avec la sortie médiatique du président national de l'ANC. Je parlais de Jean-Pierre Fabre sur les ondes de la radio internationale, de la radio France Internationale, interviewé par de nos confrères également de cette radio. Fabre a affirmé, entre parenthèses, être le candidat à même de pouvoir représenter l'opposition dans sa grande composante. La presse, après cette déclaration, la presse a tiré à boulet chaud sur le candidat de l'ANC investi pour le compte de cette présidentielle. Et c'est également votre cas, Lero Tchakala. Jean-Pierre Fabre a réuni les critères pour conduire l'opposition à cette élection. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez également? Oui, personne ne peut aujourd'hui nier le leadership de Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC. C'est vrai, mais c'est malheureux sa sortie. Il a fait montre de manque d'humilité parce qu'on est dans une dynamique de créer une union sacrée qui aboutirait à la création qui aboutirait à ce qu'on dégage un candidat unique par rapport
à la présidentielle qui s'annonce. Mais si De Gaulle, le président de l'ANC, sort qu'il est le profil idéal par rapport à ce qu'on est en train de chercher, je crois que le conclave là n'a plus son sens d'être. Aujourd'hui, Fabre, on comprend, il a le vent en poupe, il est par rapport aux dernières législatives, les dernières législatives l'ont consacré la deuxième formation politique du pays par rapport au nombre de sièges qu'il a obtenu. Mais je me dis qu'il n'a qu'à se faire un tout petit peu humble pour que les autres acceptent peut-être l'accompagner par rapport à tout ce que nous attendons. Oui, mais sur cette question d'humilité, il dit être humble, que les autres... voilà. Quelqu'un qui veut accuser social le nom de... sortir et dire que non par rapport au conclave. Le conclave n'a pas encore donné les résultats auxquels nous nous attendons aussi. Voilà. Le choix va porter sur sa personne ou bien sur un autre. Parce que ce n'est pas la seule, la ANC seule qui est à ce conclave. Il y a d'autres partis de l'opposition aussi qui sont à ce conclave. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'il se fasse un peu plus petit, qu'il tempère un peu ses ardeurs et qu'il se fasse élire par ses pairs que non, c'est lui qui doit être le porte-étendard de l'opposition. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui le monsieur sort en même temps et dit que non, il réunit le profil idéal par rapport à cette candidature unique, ça ne l'engage. Aujourd'hui même, déjà, quand il a eu à le dire, voilà. Il y a même des sons de dissonance qui sont nés de cette façon-là. Vous avez peut-être l'impression qu'il a déjà été choisi comme candidat à même de représenter cette opposition? Non, aujourd'hui, peut-être ce qui a lieu au niveau de David Pouzo par rapport à ce conclave, moi je me dis que c'est un balai de l'hypocrisie, les gens ne sont pas sincères. On allait peut-être pour dire que bon, puisqu'on nous demande de nous retrouver, de nous entendre pour dégager un choix de candidat unique, c'est pourquoi nous sommes allés. Sinon, on n'est pas allé avec une certaine dose de sincérité par rapport à l'approche qu'on voudrait quand même sortir de là. Non, aujourd'hui, c'est clair et net. On aura une pluralité de candidatures. Fabre sera candidat. Et d'autres même qui sont dans ceux qui sont représentés dans ce conclave aussi seront candidats. Que chacun fasse son chemin. Sinon, on peut prolonger de façon indéfinie cette histoire de conclave. On n'aboutira pas à grand-chose. Puisque certains disent que non, la seule chose qui a lieu de dégager aujourd'hui, c'est la candidature. Et le reste sera que des formalités. Alors que d'autres disent qu'il faut les réformes d'abord et c'est à partir de ces réformes, quand on aura acquis ces réformes-là, qu'on pourra dégager un candidat, une équipe peut peut-être créer l'événement. Mais à partir du moment où les positions sont tranchées, moi j'estime que aujourd'hui, on aura une pluralité de candidats. Que ce soit le conclave, ANC, CST, ça ne va accoucher que d'une souris. Rien ne sera probant par rapport aux assises qu'ils sont en train de perdre du temps qu'ils font là. Avis que vous partagez, Bernard Boukondier? La sortie de Jean-Pierre Fabre, moi je me suis posé beaucoup de questions. Parce que vous savez, un leader d'un parti politique aussi important que l'ANC, qui fait une sortie sur RFI en tant qu'invité, je pense que la communication doit vraiment être préparée. On a toujours eu... Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un problème de communication. Et je ne sais pas si le service de communication de l'ANC a travaillé sur la chose avant que le président ne prenne la parole. Parce qu'il devait s'attendre à certaines questions. Et ces réponses-là doivent déjà être préparées avant d'aller. J'ai eu l'impression qu'il ne savait pas qu'on va lui poser ces questions. Et il a répondu par rapport à ce qui est venu. Parce que, quoi ? En termes de communication... Oui, mais le journaliste est libre, hein, même comme... Attends, justement, Daniel, le journaliste, il est libre. Je suis d'accord avec vous, Daniel. Mais toi, qui viens... Toi qui viens, par rapport au contexte dans lequel tu évolues, tu sais quel genre de questions on peut te poser à peu près et tu sais comment il faut répondre. Parce que nous sommes dans une dynamique de rassemblement, pas dans une dynamique de division. Donc, par rapport à qui tu t'adresses et quel est l'objectif que tu veux avoir, c'est ça qui permet de formuler le message. Est-ce que tu vois? Donc, on a l'impression que le message est venu comme ça, sans destinataire précis. Parce que moi, c'est quoi? On lui pose la question par rapport à qui peut être le leader, le candidat unique. D'abord, il a souri. Il a souri et il a dit, ça c'est une question difficile. Déjà, quand moi j'ai entendu ça, j'ai tiqué. J'ai dit, il ne peut pas dire ça. Pourquoi? La question, elle est difficile. Non, parce que quand tu dis... Parce qu'il répondait, il a posé une question, il a souri, il a dit, c'est une question difficile. Il doit répondre naturellement. Tout le monde sait aujourd'hui que l'ANC est la deuxième force politique du pays derrière UNIR. C'est ce qui est sorti des législatives. Mais lui, il pouvait répondre tout simplement en disant que oui, si le conclave sort quelqu'un d'autre que moi, je m'aligne derrière. Mais si c'est moi, les autres s'alignent derrière moi. Point bas, cette affaire est finie.
Mais c'est pas son point de vue. Cette affaire-là est finie, justement. Donc, parce qu'il a, maintenant, le lendemain, il est revenu sur Canal FM pour confirmer ce qu'il a dit sur RFI. Donc, moi, je pense qu'en ce moment-là, les autres vont avoir l'impression que lui-même, il s'est déjà dégagé comme candidat unique de l'opposition. À quoi ça sert le conclave? Parce que moi, j'ai dit que ce conclave peut prendre le temps qu'il faudrait. Pour moi, ça ne pose aucun problème du moment où il arrive à sortir un candidat unique. Parce que même l'opposition, ils ont tellement de divergences que ce n'est pas en 2 semaines, en 1 mois qu'ils vont s'entendre sur tout. Voilà. Aujourd'hui, il y a quel programme? Quel est le programme de campagne sur lequel on veut dégager un candidat unique? Donc, on va dégager le candidat unique. Après, on va dire, bon, maintenant, on va réfléchir au programme. D'autres choses, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est... Quand je prends l'ANC, ils ont dégagé Fabre comme candidat de l'ANC, avant que Fabre ne se prononce. Moi, la manière même de désigner, c'est vrai que c'est un congrès, mais pourquoi lors du congrès, il n'y a pas élection avant de désigner, de choisir le candidat? Parce que la démocratie, ça commence par là. Il faudrait que déjà dans nos têtes de nos militants, on arrive à inculquer le fait qu'on n'est pas candidat légitime. Donc ça veut dire que de l'autre côté, quelqu'un peut être président légitime. Mais pourquoi vous voulez avoir des candidats légitimes sur lesquels tout le monde se positionne? Moi, ça me pose un problème. Pourquoi au niveau le vote a été fait à huis clos? Non. Pourquoi au niveau de l'ANC, il n'y a pas eu quelqu'un qui dit qu'on dit que lui aussi peut être candidat de l'ANC au niveau du présidentiel et qu'on demande aux militants de voter pour que les militants votent, pour on voit que oui, au niveau de l'ANC, tous les militants sont derrière ce candidat. Si on le faisait... Mais ils l'ont prouvé lors de... Non, qu'est-ce que tu dis, ils l'ont prouvé? Vous voyez un peu... Non, ils l'ont prouvé comment? Regarde, qu'est-ce qu'on appelle des primaires? Les primaires, c'est tout ce que nous demandons à nos partis politiques. Arriver à organiser des primaires. En Afrique. Et c'est de sommes arrivés à justement, donc si on n'est pas encore arrivé à cette étape, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus de système de gouvernance démocratique. Oui, mais en Afrique, parce que la démocratie, ça commence par là. Nous ne voulons... Daniel, ce que je voulais dire, c'est que nous ne voulons pas avoir des présidents de partis politiques qui sont des candidats légitimes à des élections. Voilà. C'est ça le problème. La question a été toujours comme ça en Afrique. Comment est-ce que tu peux dire que c'est toujours comme ça? Je ne refuse pas, on ne peut pas calquer ce qui s'est fait de mauvais. Mais je dis, c'est une question naturelle qui s'est toujours posée en Afrique. Daniel, quand tu dis ça, c'est grave. Effectivement, je comprends. Ça a été toujours comme ça. Mais il va falloir changer au moins. Mais est-ce que ce changement-là auquel nous aspirons, au moins au niveau de certaines parties, on nous montre ça. Est-ce que vous pensez que dans l'entité ANC, d'autres n'ont pas aussi les aspirations? Est-ce que tout le monde aspire à ça passer par un vote et au dépouillement final, on arrivait que non, c'est Jean-Pierre Fabre qui a réuni le plus grand nombre. Mais ça lui donnerait une crédibilité énorme. Donc aujourd'hui, dire que bon, on a décrété celui-ci par acclamation ou bien c'est lui qui se dégage comme le candidat légitime de tel bord, là, ça fait un peu dictat. Voilà, on sait que dans les pays étrangers où la démocratie est vraiment une réalité, on passe toujours par des primaires. On a eu assisté à ces primaires en France et dans bien d'autres pays. Mais est-ce qu'on arrivera à ces primaires aussi au Togo? Si on n'arrive pas là, ça ne sert à rien de courir derrière une pose de présidence. Ah oui, mais il faudrait parce que quoi? Non, parce que quoi? Il faudrait créer une certaine unanimité autour de soi au niveau de sa petite entité d'abord avant de pouvoir porter son nom au niveau mais jusqu'à preuve de la scène nationale. Il n'y a pas de voix discordante. Oui, les gens ne vont pas le dire tout haut, même s'ils vont ruminer ça en eux. Moi, je me dis qu'il y a d'autres potentiels candidats qu'on pouvait dégager. Et suite à ces primaires-là, ces candidatures qu'on aurait dégagées au sein de la petite entité, voilà, celui-là qui aurait requis le plus grand nombre de voix, c'est lui qu'on mettra en scène. Bernard Bokondien, tous les sociologues sont unanimes. En Afrique, on vote la personnalité dans le programme. Daniel. C'est la personnalité. La personnalité la plus en vue au niveau du parti. Daniel, moi, mon problème par rapport à ça, je suis sociologue. J'ai fait une formation de politique et communication, sociologie. Mais moi, je me dis, quand on a le président, et tout le monde dit que comme c'est lui le président, c'est lui le candidat, ça pose un problème. Parce que dans une organisation, on peut avoir le président, mais qui n'est pas forcément le leader. Qui n'est pas forcément cette personne-là qui a le management, qui n'est pas forcément cette personne-là qui peut rassembler. Effectivement. Donc, ces personnes-là peuvent entourer le président pour que le truc soit bien.
Est-ce que vous voyez? Donc, à ce moment-là, est-ce que vous ne pensez pas que ça pose problème quand on prend le président Dardar comme candidat? Moi, je ne suis pas contre Jean-Pierre Fabre. Je ne suis pas contre le choix de l'ANC. Mais moi, je me dis juste, si l'ANC, en tant que parti d'opposition aujourd'hui, lutte pour la démocratie dans le pays et veut que ça change, il faudrait qu'à l'interne, on montre que ce système de démocratie est vraiment installé à son sein. Voilà. S'il y a ça, et tout le monde voit que c'est vraiment, tout est clair, ben c'est en ce moment-là qu'on va faire de leçons à ceux qui sont en face. Pour leur dire, mais faites comme moi. Nous sommes en train de le faire au niveau micro. Donc, copiez-nous, faites-le au niveau macro et le pays va avancer. Mais si vous-même, vous ne le faites pas au niveau micro et vous exigez que ça soit fait au niveau macro, quel est l'intérêt alors? C'est ça la parenthèse. Maintenant, concrètement, par rapport à son interview, moi, je l'ai dit, je pense que c'est le contexte dans lequel on est. Je pense que ce n'est pas un discours rassembleur. Ce n'est pas un discours qui va permettre aux acteurs politiques de dire oui, regroupons-nous autour de Jean-Pierre Fabre pour aller à ces élections. Mais on a l'impression qu'il s'autoproclame candidat unique de l'opposition et on va voir ce que le c'est l'impression qu'on a. Et la question du choix du candidat unique continue de susciter la polémique au sein de cette classe politique. Nous avons appris la sortie médiatique du candidat d'Obu à la personne de M. Abouébé Kodjo qui demande qu'à ce qu'on l'explique, qu'on clarifie le programme du candidat. Il y a lui, il y a Kofi Niam, il y a autant de réactions, mais est-ce qu'on pourra aller aujourd'hui à cette candidature unique? Non, mais la candidature unique de l'opposition, c'est un leurre. Moi, je le dis que ça participe de ce folklore-là qui ne finit jamais. Candidat unique par rapport à quoi? À partir du moment où certains se proclament déjà candidats à la présidentielle qui s'annonce. Donc on ne parviendra à rien. Bon, à partir du moment où les gens ne font rien pour taire leurs égos, pour taire leur avidité par rapport à ce poste de président de la République. Les gens pensent que la présidence de la République, c'est ça ou rien. Non, ça ne peut pas donner de fruits escomptés. Et maintenant, si aujourd'hui les gens arrivaient peut-être à transcender leur ego pour peut-être jouer collectif, moi je me dirais que le jeu ne sera pas aussi sain. Le candidat que l'opposition devra dégager comme étant celui-là qui doit défendre leur couleur, celui-là aura plus à se battre sur le front des alliés que sur le front de l'adversaire politique, qui sera peut-être le candidat du parti au pouvoir. Aujourd'hui, les positions sont tranchées. Quand on voit un peu ce qui se passe, quand les gens, certains disent que non, ils suspendent leur participation au conclave, le temps qu'on clarifie certaines situations, moi je me dis qu'aujourd'hui c'est que les positions ne sont pas prêtes à se recouper pour qu'on arrive à quelque chose de crédible, à quelque chose de concret. C'est clair et net, on ne parviendra pas à cette candidature unique à laquelle les Togolais aspirent. Non. Mais au-delà de ça, nous ne sommes pas à notre première expérience par rapport à cette candidature unique. Dans un passé récent, avec la candidature de l'autre, Bob Akitafeu, Bob Akitani, on est arrivé à cette candidature unique. Mais à partir du moment où les réformes nécessaires n'ont pas été faites, opérées pour permettre à ce candidat dégagé de façon consensuelle au niveau de l'opposition puisse faire mouche sur le terrain, il ne l'a pas fait parce que les institutions qui doivent être neutres n'ont pas été du tout en sa faveur par rapport que le verdict ou bien la vérité des urnes puisse se refléter vraiment ce que les Togolais ont voté, le choix du vote des Togolais. Donc c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, moi je trouve aussi normal la position du CAR qui voudrait quand même que au niveau des réformes, qu'un travail se fasse là-bas, même s'il reste peu de temps encore. Il suffit seulement que certains acteurs politiques se disent que non, les réformes sont nécessaires pour faire avancer le pays et qu'on y arrive et que après tout, la candidature unique de l'opposition, s'ils arrivent à le dégager, tant mieux. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, tous les candidats, qu'on soit de la majorité ou bien soit de l'opposition, la pluralité de l'opposition, on arrivera quand même à partir sur les mêmes bases, les mêmes pieds d'égalité. Le jeu ne sera pas d'avance pipé par rapport aux autres candidats. Donc c'est ce à quoi on doit parvenir. Sinon, candidature unique, la fumée blanche qu'on attend du côté d'Abou Pozo par rapport au conclave, cette fumée blanche-là ne sortira jamais de la cheminée. Effectivement. Est-ce qu'on peut parler encore de candidature unique, d'autant plus qu'on sait déjà que Henri Olympio a déjà annoncé sa candidature. Alberto Olympio et Kofi Niam et bien d'autres encore, un certain pasteur également. Non, moi je pense que... On peut parler encore de candidature unique. Moi je pense qu'on peut encore parler de candidature unique.
Parce que quoi, aujourd'hui, les gens... au niveau des grands regroupements. Non, déjà, si on arrive à avoir des candidatures uniques au niveau des grands regroupements, c'est déjà bon. Maintenant, ceux qui se sont déclarés candidats, ils n'ont pas encore déposé leur dossier officiellement au niveau pour pouvoir s'enregistrer en tant que candidat. Donc, imaginez que les grands groupes arrivent à dégager une candidature unique. Et qu'après, ceux qui sont déjà prononcés, Alberto Olympio, Kofi Nyanya, ils rentrent encore en discussion. C'est par rapport à un programme de gouvernement. C'est par rapport à qu'est-ce qu'on va faire après l'élection. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire on veut dégager une candidature unique sans savoir qu'est-ce qu'on fait après. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Mais les réformes, ce n'est pas parce qu'on veut dégager une candidature unique qu'on va oublier les questions de réforme. Moi, j'ai l'impression que les partis politiques d'opposition, ces questions de réforme-là, eux aussi, ils pensent que c'est déjà passé, il faut se concentrer sur les élections, mais ils nous blaguent un peu et de temps en temps, ils crient. Mais les réformes sont tellement importantes que, imaginez qu'on a les 2 tours aujourd'hui. Même si on a 20 candidats qui y vont et que 2 se dégagent pour le 2e tour, ben on va voir clair. Ou bien, on va voir clair, ces 2 personnes, on va voir clair au 2e tour. Oui, donc, ça veut dire que ces réformes sont importantes. Par rapport à Macky Sall au Sénégal, au premier tour, il a eu combien? Presque 18%. Mais quand on est allé au 2e tour, il est passé, il est devenu président. Même en Guinée, Conakry, avec chose là. Et Alpha Condé, l'autre là, Alain Diallo est venu, et puis, sauf catastrophe, il devrait quand même passer comme une lettre à la poste. Mais ça ne l'a pas été parce qu'il y a eu un second tour. Donc, c'est sûr à quoi les réformes sont tellement importantes. C'est les réformes. Les partis politiques ne doivent pas oublier les questions de réforme. C'est pourquoi cette histoire de comité technique pour les élections locales, il n'y a pas de souci. On va voir ce que le comité va faire. Mais il ne faut pas que ça entraîne une diversion. Au local, oui. Il ne faut pas que ça entraîne une diversion au niveau de la classe politique pour qu'ils oublient la question de réforme. Parce que si on a les 2 tours, on va voir qui vraiment est candidat. On va voir qui est au 2e tour. Et les gens, là, on va faire des alliances et on peut aller de l'avant. Donc, moi, je pense que la candidature unique, oui, s'ils veulent débattre, ils n'ont qu'à débattre, ils n'ont qu'à trouver celui qu'ils pensent qu'il peut conduire l'opposition, mais tout doit être discuté sur un programme de gouvernement. Effectivement. Oui, il y a un autre aspect sur lequel je vais un tout petit peu m'attarder, c'est cette histoire de programme. Apparemment, l'opposition n'a jamais eu de programme à part ces 2 mots, l'alternance, changement. Aujourd'hui, le peuple... C'est dépassé. C'est dépassé. Le peuple a ses problèmes et le peuple voudrait quand même que les leaders prennent en compte ces programmes. Si on doit tout le temps leur servir alternance, changement, je crois que c'est des mots creux qui n'ont jamais abouti. Et pendant un quart de siècle de lutte, si c'est toujours alternance, changement, je crois qu'il va falloir que les leaders, tous ceux-là qui aspirent à participer à cette présidentielle-là, revoient un peu leur copie pour présenter un programme de société un peu plus alléchant, plus accrocheur, pour que le peuple puisse porter leur choix par rapport à leur programme et non par rapport à ces 2 mots, ces 2 concepts qu'on a toujours utilisés à fond. Changement, alternance, ça c'est du dépassé. On veut des programmes crédibles qui puissent accrocher un peu les Togolais par rapport à leur choix à faire. Donc c'est ça. Donc l'essentiel n'est pas de dire que non, le pouvoir est là, il y a un demi-siècle, il va falloir que ce pouvoir parte. Mais vous proposez quoi de neuf que le pouvoir n'a pas encore proposé? Donc, faites des programmes accrocheurs et c'est le peuple qui va décider. Effectivement. Oui, moi je pense que la dernière fois, il y a une émission sur une radio de la place où on posait la question sur la candidature unique. Il y a une dame qui a appelé pour dire que elle est convaincue que quand l'opposition va arriver, va faire le contraire de ce que la majorité au pouvoir fait actuellement, donc qui n'ont qu'à partir et que l'opposition vienne. Quand j'ai écouté ça à la maison, j'ai souri un peu, j'ai dit, mais quelle garantie elle a pour dire que l'opposition va faire le contraire et que tout va aller bien dans le pays quand on va... Parce que pour nous aujourd'hui, c'est montrez-nous par rapport à la santé, qu'est-ce que vous proposez? Par rapport à l'éducation, qu'est-ce que vous proposez? Par rapport à l'agriculture, qu'est-ce que vous proposez? Par rapport aux industries, par rapport à la zone franche, par rapport au 3e quai, par rapport au chômage, tout ça. Dites-nous quel est le programme par rapport à la jeunesse, par rapport aux femmes. Maintenant, nous, on va comparer avec ce que la majorité est en train de faire aujourd'hui. Et on va voir, oui, avec ce programme, quand l'opposition arrive au pouvoir, les choses peuvent améliorer. Par rapport à nos politiques extérieures, par rapport à nos collaborations, nos partenaires, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les contacts que vous avez? Dites-nous ça, parce que nous sommes conscients que ça fait 40 ans que ce régime dirige le pays et que ça va mal. Mais nous voulons bien le remplacer. Nous voulons le remplacer, mais pas quelque chose de plus bien.
Mais montrez-nous. Le discours, 40 ans, ça suffit. Dégagez, on va passer. Ça, je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération qui arrive ne connaît plus ça. Excusez-moi, il y a des jeunes Togolais aujourd'hui qui ont 18 ans, qui veulent voter, mais qui ne maîtrisent pas bien la politique d'il y a des mois dans le passé. Donc, pour eux, quand tu parles de ce qu'il y a des mois fait de mal, eux, ils ne comprennent pas. Eux, aujourd'hui, ils voient fort. Ils voient Faège, ils voient Fenefi, ils voient Provonat, ils voient des choses, ils vont se dire que oui, le président est en train de faire des efforts pour que ça avance. C'est ce qu'eux, ils voient. Mais en tant que politique d'opposition, qu'est-ce que vous montrez à ces gens-là pour dire oui, volontaire, c'est bon aujourd'hui Provonat, mais si nous on vient, on peut faire mieux que Provonat. Troisième quai aujourd'hui, mais si nous on vient, on peut faire mieux que troisième quai. Montrez-nous ça, c'est ce que nous voulons. Voilà, et avec ça, c'est la grande interrogation. On va rester sur cette interrogation. Merci à vous, Bernard Bokondien. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. C'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, Daniel. Merci également à vous, à Liro Tchakala, habitué de cette émission, directeur de publication du journal Courrier de la République. Merci. Merci, Daniel. J'espère vous retrouver encore. Absolument. Que Dieu nous donne la santé. Voilà. Merci de nous avoir suivis à la maison. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission préférée, Le Point. Au revoir. Voilà, merci. Merci.